Monsieur Gilbert Abergel, président du comité Laïcité République. Merci. Je voudrais tout d'abord remercier Aurélie Roux qui nous a offert ce montage, lequel montage donne la tonalité de notre soirée. Madame la maire, chère Anne Hidalgo, je vous remercie d'accueillir encore une fois le comité Laïcité République en ce lieu où nous nous sentons presque chez nous pour la 15e édition du prix de la laïcité. Monsieur le Premier ministre, cher Manuel Valls, messieurs les anciens ministres, cher Guy Langan, cher Henri, mesdames, messieurs les parlementaires, monsieur le président du Parti radical de gauche, cher Guillaume Lacroix, monsieur le directeur général du Mémorial de Caen, cher Stéphane Grimaldi, mesdames, messieurs les grands maîtres et grandes maîtresses des obédiences maçonniques, mesdames, messieurs les présidents d'associations, mesdames, messieurs les journalistes, chère Denise, cher Michel Charbonnier. Et vous tous, mes amis, soyez les bienvenus à cette 15e cérémonie de remise des prix de la laïcité du comité Laïcité République. Nous avions l'habitude de rire avec Charlie. Nous avons été tentés de le faire avant de basculer dans la tristesse. Ce rire était un rire fécond, un rire intelligent, un rire qui nous aidait à prendre conscience d'un certain nombre de faits et d'événements de notre temps affreux. Et le rire était le seul moyen d'y accéder. Certains, certes, s'offusquaient des unes de Charlie Hebdo, mais n'en faisaient pas tout un plat. Ils n'appelaient pas au meurtre. Ils se contentaient de détourner le regard ou de s'abstenir de lire. Et puis eurent lieu ces terribles assassinats. Charb et ses amis se savaient menacés, mais ils refusèrent de se soumettre. Et aujourd'hui encore, Charlie ne renonce pas. C'est ce courage qui doit nous inspirer, alors que les attaques contre la raison et l'universalisme sont plus que jamais à l'ordre du jour. Charlie, c'est encore aujourd'hui, nous sommes toujours dans ce temps de la menace, dans ce temps de la résistance. Et vous constaterez à l'annonce du nom des lauréats de ces prix de la laïcité que chacun de ces lauréats inscrit son action dans la ligne de Charlie, c'est-à-dire celle de la liberté. L'actualité du procès des assassins du 13 novembre est venue raviver une douleur que rien ne peut apaiser sinon l'oubli. L'oubli qui estompe progressivement la charge affective et émotionnelle de l'épouvante que nous avons tous ressentie lorsque nous avons appris ce qui s'était passé. Nous étions proches de Charlie, certains d'entre nous étaient très proches, et ceux-là qui les connaissaient bien se demandent encore aujourd'hui comment on pouvait vouloir du mal à ces hommes, ces femmes qui avaient trouvé dans le rire et la dérision le moyen de décrire et de supporter ce monde parfois effrayant. La longue liste qui concluait ce film était bien entendu incomplète. D'autres victimes sont tristement venues s'y rajouter depuis, à Rouen. Ou encore, voici tout juste un an, au sortir de son collège, le professeur Samuel Paty. Cet effrayant assassinat nous a glacés d'horreur. Delphine Girard, professeure de lettres dans un collège Île-de-France, cofondatrice de Vigilance Collège-Lycée, membre du comité Laïcité de la République et du Conseil des sages, y reviendra au cours de notre soirée. Avec l'assassinat de Samuel Paty, c'est un mur que nous avions cru infranchissable qui a été abattu. Le mur de notre école de la République, lieu d'apprentissage de la liberté de penser. Il faut bien en convenir, ce mur s'était effrité progressivement. La contestation des savoirs, auxquels on a opposé les croyances, la destitution de la figure de l'enseignant, le déni de ses difficultés d'exercer son métier, la formation lacunaire, les profanations successives de ce lieu sacré qu'est notre école ont préparé ce meurtre hautement symbolique, celui de la figure républicaine de transmission de nos valeurs aux générations à venir. L'arme, ce fut un couteau. Les agents catalyseurs, ce furent ce djihadisme d'atmosphère décrit par Gilles Kepel, et puis les réseaux sociaux. Que penser de ces médias, sinon qu'ils servent trop souvent l'ignorance et la barbarie? Et comment les contrer, puisque, nous dit-on, ils sont désormais inscrits dans notre quotidien et potentiellement au service de la haine? Le psychanalyste Jacques Lacan n'a pas connu les réseaux sociaux. Pourtant, il avait inventé un néologisme, il parlait de poubellication pour désigner ces écrits qui trahissaient la pensée. Je tords un peu le concept et j'ai envie de le reprendre à mon compte pour qualifier tout ce qui se dépose sur ces réseaux sociaux, la poubellication, le déchet, la haine, l'hostilité, le mensonge, et presque toujours, vous l'avez constaté, sous couvert d'anonymat. Mila en a fait les frais.
pour ne pas s'être excusée d'avoir exercé sa liberté de penser, elle a été la cible d'une bande d'imbéciles excités par l'islamisme. En notre nom à tous, je veux la remercier. Je veux la remercier ainsi que sa famille qui l'a soutenue tout au long de cette épreuve. Jamais Milan n'a demandé à être l'étendard de notre liberté d'expression. Mais lorsque cela lui est tombé dessus, elle l'a assumé avec détermination. Elle l'a assumé avec détermination, une détermination dont beaucoup aujourd'hui pourraient s'inspirer. Elle l'a assumé sans jamais se conformer au respect des bonnes manières que certaines, érigent en limite à ne pas dépasser dans l'exercice de nos libertés. Si Mila s'était tue, nous faisions à bas bruit, inéluctablement un pas de plus, vers la banalisation de ce délit de blasphème pourtant étranger et absent de notre tradition républicaine. Le chemin avait été ouvert par les assassins de Charlie. C'était un petit pas de plus vers le renoncement. 2 années se sont écoulées, donc, depuis notre dernière rencontre. 2 années qui nous ont confrontés à la peur, à l'inquiétude, à l'inconnu. 2 années pendant lesquelles nous avons pensé que rien ne serait plus comme avant. 2 années au terme desquelles tout, ou presque, est redevenu comme avant. Comme avant, l'irrationnel paraît de nouveaux atours à continuer de se faire entendre, contestant l'universalisme des Lumières. Comme avant, l'antisémitisme le plus vulgaire et le plus meurtrier s'est exprimé à nouveau dans nos rues, dans nos quartiers, sur les réseaux. Comme avant, les églises ne se sont pas débarrassées de cette pulsion qui les pousse à se prétendre toujours au-dessus des lois de la République. On l'a encore vu récemment. Ces 2 années ont été marquées par la montée en puissance des théories les plus inattendues, nous invitant à revisiter notre histoire à l'aune d'une vision simplificatrice divisant le monde en 2 catégories, les bourreaux et les victimes, et parfois les descendants des bourreaux et les descendants des victimes, comme si ce statut se transmettait de génération en génération. Cette culture de la victimisation qui révèle une conception d'une pauvreté affligeante et dégradée de l'être humain, réduit à ses supposées fragilités, ambitionne de mettre à bas notre universalisme, celui des Lumières, pour y substituer un monde où la fraternité serait un leurre, faisant fi des progrès d'une pensée qui a su progressivement se dégager des dogmes. Cette frénésie de dénonciation de supposées injustices bénéficie, hélas, trop souvent, d'une écoute bienveillante au sein de nos universités. À cet égard, je veux saluer le travail de nos amis de Vigilance Université qui montre bien que nous ne sommes pas dans le fantasme, mais bien au cœur d'un mouvement que nous n'avions pas vu partir. Le comité Laïcité République Nantes-Pays-de-Loire, lors d'un récent colloque dont vous trouverez la trace sur notre site, a donné la parole à des chercheurs, des universitaires qui se sont chargés à leur tour de déconstruire ces dangereuses impostures qui se nomment woke, cancel culture, intersectionnalité que l'on veut opposer à notre universalisme. Et d'autres initiatives viendront, le combat ne fait que commencer. Regrettons aussi qu'avec la complicité objective d'une partie de la gauche extrême, le communautarisme, le féminisme pro-voile, le wokisme progressent aujourd'hui dans le débat public. Il faut les dénoncer, les combattre et quitter cette posture de « je n'en veux rien savoir » qui nous a menés là où nous sommes. Nous voulons savoir. Nos ennemis, nous les identifions, nous les nommons et nous les combattons. C'est l'islamisme, ce totalitarisme qui n'est pas l'islam. Ce sont ceux qui mettent la foi au-dessus de la loi, la croyance au-dessus de la connaissance. Ce sont ces penseurs en mal de repère et qui vont chercher aux Amériques de quoi renouveler notre vision du monde et notre histoire. Ce sont tous les intégrismes, y compris les intégrismes identitaires. Nous tiendrons à égale distance les prétendus serviteurs d'un Dieu meurtrier et les faussaires, les manipulateurs qui se saisissent de tout pour alimenter leur haine de l'autre. Ceux qui prétendent que Pétain a sauvé des Juifs au ciel allègrement, qu'il vous démontrerait que 2 et 2 font 5. Ceux-là n'ont cure de la vérité. Les pulsions de rejet de l'autre sont hors champ de la raison. Et il l'a bien compris, il le sait et il s'en sert. Ce faisant, ne répétons pas les erreurs du passé et ne détournons pas notre regard des problèmes réels auxquels sont confrontés nos concitoyens, laissant ainsi au discours simplificateur l'exclusivité d'une réponse d'autant mieux accueillie qu'elle est bien sûr simple, voire simpliste, et qu'elle s'adresse à l'émotion. On doit pouvoir parler d'immigration sans la confondre avec le terrorisme ou le droit d'asile. Un discours républicain sur cette question peut et doit s'opposer aux solutions délirantes qui s'articulent autour du fantasme
du grand remplacement ou celui de l'accueil systématique de l'autre, quel qu'il soit et d'où qu'il vienne. La voie peut vous paraître étroite, mais c'est la voie républicaine qui a toujours été celle de l'effort, du courage et du combat. Il y aurait encore tant de choses à dire sur le courage de ces femmes, comme Zarif Agafari, qui se battent à Kaboul pendant que notre classe politique espère encore un gouvernement inclusif, je mets l'expression entre guillemets bien sûr, sur le désespoir de ces autres, Texanes, qui se trouvent privés du droit de disposer de leur corps sur ordre d'un Dieu qui a trouvé de zélés serviteurs sur terre. Tant de choses à dire encore sur cette scandaleuse campagne de promotion d'un voile qui n'aurait d'autre fonction que celle d'embellir ou de libérer. Et cet ébauche de bilan serait incomplète si nous n'évoquions pas ce frémissement salutaire, cette prise de conscience, cette amorce de fin du déni qui a conduit le pouvoir politique à reconnaître enfin que la République doit se défendre. Même si la loi confortant le respect des principes de la République n'est pas la grande loi laïque que nous attendions, traitant enfin et entre autres de cette anomalie qu'est le Concordat, elle est une loi qui répond aux multiples alertes que nous portons depuis des années. Nous avons eu l'occasion d'exprimer nos doutes sur certaines de ces dispositions et notre soulagement de voir qu'enfin on en parlait. D'ailleurs, pour apprécier son utilité, il suffit de prêter attention à ces détracteurs systématiques et sans nuance qui ont trop souvent été les alliés objectifs d'une laïcité complaisante et dont certains se posent, semble-t-il aujourd'hui, en vigie de la laïcité. Nous attendons de voir ce que la consultation organisée dans le cadre des États généraux de la laïcité va donner. Et même s'ils n'ont pas eu l'effet attendu par le monde associatif, ils ont le mérite d'avoir permis l'expression de conceptions claires et dénuées d'ambiguïté de la laïcité. Je veux croire que les alertes lancées par le monde associatif laïque, par ces militants qui se battent sur le terrain, dans des conseils municipaux parfois acquis à cette cause qu'on nomme indigéniste, je veux croire que cette action a participé à la prise de conscience de nos dirigeants et que c'est un peu leur victoire, même si, je le répète, beaucoup reste à faire sur le volet social notamment, dimension indissociable de la laïcité. Espérons par ailleurs que la grande entreprise de formation initiée par le Conseil des sages de la laïcité, au sein duquel siègent nos amis Catherine Kinsler, Patrick Kessel, Alain Sexic, Delphine Girard, permettra aux enseignants de notre école de la République de doter nos enfants de cet imaginaire républicain qui viendrait occuper ce temps de cerveau disponible, concept travaillé par notre ami Gérald Bronner, un imaginaire républicain tellement plus noble que ces archétypes virtuels si loin de la réalité. Un imaginaire républicain où le goût pour la découverte, l'apprentissage de la liberté de penser l'emporterait sur la fascination d'un monde irréel. Pour le comité Laïcité République, la priorité restera toujours l'école publique laïque, l'intégration à la communauté nationale de tous les enfants grâce au renforcement de la laïcité. La reconquête de la République passera par celle de l'école. Une République laïque a besoin d'une école laïque, quelqu'un l'a dit avant moi. Dans une formule séduisante, mon ami Jean-Paul Escande, qui n'est pas que professeur de dermatologie et qui voue à la recherche sur la laïcité une véritable passion, me disait l'autre jour « L'école, c'est quoi dire, la République, c'est quoi faire ?» Formule un peu lapidaire, mais dont le sens ne vous échappera pas. La tâche n'est pas impossible. Chers amis, notre cérémonie de ce soir démontre que la démobilisation n'est pas à l'ordre du jour. Les lauréats que nous allons récompenser incarnent le combat à mener pour défendre les valeurs républicaines. Le jury du prix de la laïcité, présidé par Gérald Bronner, que je remercie vivement pour le temps qu'il nous a offert, pour la qualité de son animation, pour la pertinence de ses observations, ce jury a fait un choix pour chacune des promotions 2020-2021. La récompense qui leur sera attribuée, c'est cette superbe Marianne que vous voyez derrière moi. Elle est signée Christian Rémy. Vous le connaissez sans doute sous le nom de L215. C'est un artiste engagé, Christian, dont vous avez tous vu le portrait de Simone Veil sur ses boîtes aux lettres ou encore ses multiples œuvres sur les murs de Paris et d'ailleurs. Et surtout, ce portrait de groupe évolutif représentant nos amis de Charlie qui ont perdu la vie. Un portrait absolument bouleversant sur les lieux de l'attentat. Et c'est à lui que nous devons cette Marianne. J'appelle notre ami Gérald Bronner pour qu'il procède donc maintenant à la distribution de ces récompenses. Merci à vous.